Bonjour à tous, nous avons le plaisir de retrouver Claude Cohen-Tanouji, prix Nobel de physique en 97, pour évoquer ces questions d'interaction lumière-matière qui nous occupent depuis deux émissions. Et aujourd'hui, nous allons parler des applications du laser. Il existe peu d'instruments qui aient autant d'applications que celui-là, dans le domaine scientifique, technologique et même commercial, les CD, etc. Mais quelles sont les applications scientifiques qui, pour vous, sont les plus intéressantes et les plus riches de promesses pour le futur? Écoutez, je crois que c'est vrai, le nombre d'applications est tel qu'il est impossible de les passer en revue, même simplement de les citer. Peut-être qu'il vaut mieux que je focalise sur deux applications qui ont trait aux deux types de degrés de liberté des atomes. Les atomes sont des objets qui ont une certaine structure, ils ont des degrés de liberté internes, comme par exemple leur moment magnétique, et puis ils ont des degrés de liberté de translation, leur vitesse, leur position. Je voudrais vous donner deux exemples montrant comment les sources laser permettent de contrôler, de manipuler ces deux types de degrés de liberté. D'abord, les degrés de liberté interne. Nous avons évoqué dans un entretien précédent l'idée du pompage optique qui permet, en éclairant les atomes avec de la lumière polarisée, de mettre tous les moments magnétiques des atomes dans la même direction, de les polariser eux-mêmes. Les premières expériences ont été réalisées avec des sources conventionnelles, et puis les sources laser, bien sûr, ont permis d'améliorer considérablement cette méthode de polarisation des atomes, et de les appliquer, par exemple, à des systèmes comme le gaz d'hélium-3. L'hélium-3 est un gaz rare qui a dans l'état fondamental un moment cinétique, un demi, c'est-à-dire les noyaux d'hélium-3 ont une orientation qui peut être soit dans cette direction, soit dans l'autre direction, dans un champ magnétique. Et comme c'est un atome de gaz rare, et que son moment magnétique est porté par le noyau, qui est protégé par l'atmosphère électronique, une fois qu'on a polarisé ces noyaux, ils peuvent entrer en collision sur des parois d'une enceinte des milliards de fois avant de perdre cette orientation. Donc on peut conserver un gaz d'hélium-3 polarisé par pompage optique pendant un temps très long. Et donc, il y a eu des tas, bien sûr, d'applications du pompage optique, mais il y a une vingtaine d'années, d'un coup, a surgi l'idée qu'on pourrait utiliser du gaz d'hélium-3 polarisé pour faire de l'imagerie par résonance magnétique. Comment ça marche? Alors, vous savez que la résonance magnétique, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, consiste à faire la résonance magnétique d'un échantillon dans un gradient de champ magnétique. Comme la fréquence de résonance des noyaux est proportionnelle au champ, si on applique un champ de radiofréquence de fréquence bien définie, on ne va faire résonner que les noyaux qui sont à une certaine position spatiale, celle qui correspond au champ résonant, au champ magnétique résonant. De sorte qu'en variant la fréquence du champ qui induit la résonance, on peut déterminer la répartition spatiale des noyaux dans l'espace, et en faisant ça sur plusieurs directions, on peut reconstruire une image de la densité de noyaux. L'imagerie par résonance magnétique actuelle, la plus courante, utilise comme noyau, comme moment magnétique, les moments magnétiques des protons. Protons qui sont contenus dans les molécules d'eau. L'eau, c'est H2O, il y a deux hydrogènes, un oxygène. Donc les noyaux d'hydrogène, les protons, ont un moment magnétique. Et comme ces noyaux ne sont pas polarisés par la lumière, mais ils sont simplement polarisés par équilibre thermique, le degré de polarisation est très faible, et pour les détecter, il faut une grande quantité de noyaux, il faut de la matière liquide ou solide pour détecter l'IRM. C'est pour ça que l'IRM se détecte sur l'eau, sur le sang, sur les muscles, sur les os, essentiellement des milieux assez denses. Si on arrive à polariser des noyaux d'hélium-3 près de 90%, à ce moment-là, on peut obtenir des signaux de résonance magnétique détectables avec un milieu gazeux, pas forcément liquide ou solide. D'où l'idée de mélanger un gaz d'hélium-3 polarisé par pompage optique avec de l'air, de le faire inhaler par un patient. On remplit ses poumons d'un gaz polarisé, et à ce moment-là, on peut faire une imagerie par résonance magnétique de l'hélium-3 dans les poumons. On peut voir les cavités pulmonaires. Et donc ça permet de faire un diagnostic médical? Voilà, alors le cliché qui est sur le tableau, là, montre à gauche deux images. À gauche, c'est une image de résonance magnétique sur les protons. Classique. Classique, où on voit les côtes, on voit l'œsophage, la trachée artère, l'estomac, le cœur, mais on ne voit pas les poumons. Les poumons, c'est un milieu très, très dilué. À droite, c'est l'imagerie de résonance magnétique avec l'hélium-3. À ce moment-là, on ne voit pas les côtes, on ne voit pas l'estomac, mais on voit les cavités du poumon remplies. Voilà un nouveau dispositif. Il y a des chances que ça se retrouve dans les hôpitaux de façon courante? Ça existe maintenant. Ça existe, plusieurs hôpitaux l'utilisent pour détecter des maladies comme l'asthme,
comme l'emphysème, comme les dégâts causés par le tabac. Donc on arrive à voir les cavités qui sont obstruées. Voilà un exemple d'application qui était absolument impossible à prévoir. On ne pensait pas à cela du tout. Quand Kastler faisait ce travail sur le pompage optique, il ne pensait pas à cette application possible. C'est une application qui a surgi d'un coup. Alors il y a un autre domaine d'application très prometteur qui a d'ailleurs déjà obtenu des résultats spectaculaires, c'est les horloges atomiques, voilà. toutes les processus de mesure du temps. Nous avons parlé précédemment des atomes froids, qu'on arrive à refroidir par laser à des températures de l'ordre de micro-Kelvin. Alors, vous savez qu'en physique, il y a plusieurs manières de repérer la température, les degrés Celsius, les degrés Fahrenheit. Les physiciens préfèrent utiliser les degrés Kelvin. L'échelle Kelvin part de zéro, le zéro absolu, tout est figé, tout est immobile, jusqu'à l'infini. La température de la pièce dans laquelle nous sommes, c'est 27 degrés Celsius, c'est en fait 273 degrés Kelvin. C'est presque 300 degrés Kelvin. C'est 300 degrés Kelvin. On arrive à refroidir les atomes à 10-6 Kelvin, 1 millionième de Kelvin, c'est-à-dire 300 millions de fois plus bas. Donc vous voyez qu'on arrive à mettre les atomes vraiment très très froids. Au lieu de se déplacer avec des vitesses à la température ambiante, les vitesses sont de l'ordre du kilomètre par seconde. Comme les molécules d'air dans cette pièce. Les molécules d'azote et d'oxygène, on arrive à avoir des atomes de sodium ou de césium se déplaçant au millimètre par seconde, 2-3 mm par seconde. Donc on peut les voir pendant un temps beaucoup plus long. Et alors, en quoi ça joue sur la mesure du temps, c'est qu'il y a un grand principe en physique qu'on appelle la relation d'incertitude temps-énergie, qui dit que plus longtemps on observe un système, plus étroites sont les résonances qu'on peut observer sur lui, donc plus précises sont les mesures qu'on peut réaliser sur des atomes. Donc si on a des atomes froids, ils sont lents, on peut les observer longtemps, et on peut donc avoir des résonances extrêmement fines et augmenter la précision des mesures par un facteur considérable. Les horloges atomiques, ce sont des horloges qui ont pour fréquence de résonance la fréquence d'une transition atomique, qui a l'avantage d'être universelle, qui est la même partout dans le monde. Donc on stabilise un oscillateur sur le centre d'une fréquence atomique. Plus l'arrêt est fine, plus la précision est importante, est élevée. Donc avoir des atomes froids par rapport à des atomes thermiques, ça permet d'augmenter la précision d'une horloge par un facteur 100, 1000, 10 000. Voici un exemple de ce qu'on appelle une mélasse optique. C'est un petit nuage d'atomes de sodium qui sont englués à l'intersection de 6 faisceaux laser qui les refroidissent le long de X, le long de Y, le long de Z. Et ce petit nuage dont on voit la lumière qu'ils émettent est à une température de 2 microkelvin. Alors que la température ambiante est de 300 Kelvin. Alors, l'idée, c'est ensuite d'utiliser de tels atomes froids pour mesurer le temps. Alors, ce que mes deux collègues, Christophe Salomon et André Clairon, à l'Observatoire de Paris, ont réalisé, c'est ce qu'on appelle des fontaines atomiques. On prend une petite mélasse d'atomes de césium, refroidis par laser. Comme celle qu'on a vue. Vous voyez une impulsion laser, on les envoie en l'air, comme une pierre qu'on lance en l'air. Alors les atomes montent et puis retombent, forment ce qu'on appelle une fontaine, exactement comme une fontaine d'eau, mais les gouttes d'eau étant remplacées par des atomes. Et vous voyez qu'on a à ce moment-là, qu'on se met au voisinage du sommet de la parabole, là, on a un temps d'observation très long et on obtient une précision actuellement qui est de l'ordre de 7, 10-16 et qui maintenant commence à atteindre les 10-16. Pourquoi c'est si important d'avoir des horloges très précises? Attendez, d'abord, il faut quand même... Qu'est-ce que ça veut dire 10-16? 10-16, ça veut dire que c'est une horloge qui a une erreur de moins d'une seconde sur 300 millions d'années. Donc si vous la partez maintenant, 300 millions d'années après, elle sera fausse par moins d'une seconde. Donc c'est une mesure de temps extrêmement précise. Alors ça a des applications de deux types d'applications pratiques, concrètes, c'est que ça va améliorer considérablement le système GPS et le système Galileo, qui est basé sur des horloges atomiques placées dans des satellites. Autre exemple d'application, test de théorie fondamentale. La théorie de la relativité générale d'Einstein prévoit que deux horloges situées à 1 mètre de différence dans le champ terrestre, leur fréquence diffère de 10-16 près. Donc maintenant on est capable de savoir si deux horloges sont à la même altitude à 10-16 près. On est capable de reconstituer la surface autour de la Terre où le potentiel de gravitation terrestre a la même valeur. Et on peut donc avoir des renseignements sur la structure interne du globe. On peut vérifier la théorie de la relativité générale avec une très grande précision et la soumettre à des tests de plus en plus sévères. L'idéal, c'est de se débarrasser de la gravité. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a refroidi des atomes, si on arrête le refroidissement, ils tombent et on les perd. Si on est dans l'espace, ils ne tombent plus, ils sont en apesanteur. Et à ce moment-là, on peut gagner un facteur considérable. Il y a eu des expériences qui ont été faites dans un avion 0G du CNES qui, en effectuant des paraboles qui durent une vingtaine de secondes, permet de s'affranchir de la gravité
Vous voyez à gauche l'appareil qui est en phase ascendante, et puis à droite, les expérimentateurs qui sont dans l'avion, qui testent différents types d'appareils en physique, en chimie, en médecine, en biologie. Et l'expérience marche, donc on peut le mettre dans l'espace, et il est actuellement prévu de mettre une horloge à atomes froids sur la station spatiale, dans le module Columbus, qui a été tiré il y a un mois, je crois. C'est mon collègue Christophe Salomon qui est le maître d'œuvre de ce projet. On a des difficultés actuelles à cause des problèmes de crédit, mais si l'horloge arrive à être mise sur la station spatiale, comme nous l'espérons, on aura une horloge qui permettra de synchroniser à 10-16 près toutes les horloges sur le globe et dans le système satellitaire qui est à la base du système GPS. Donc on aura donc ici une grosse application. Il faut souhaiter que les crédits finissent par arriver. Il faut souhaiter, parce que ça c'est un gros enjeu, et c'est un domaine de recherche où la France est en tête actuellement sur les horloges spatiales. C'est là où le projet est le plus avancé. Donc, grâce à vous et à votre équipe. Et surtout Christophe Salomon, qui a été le grand maître d'œuvre de ce projet. Merci à vous. On va s'arrêter là pour cette troisième partie d'émission. Et nous nous retrouverons pour parler non plus de la lumière laser comme on l'a fait pendant ces 2 dernières émissions, mais de la lumière qui nous vient de l'univers des étoiles, la lumière en astrophysique notamment.